Je vais vous introduire à le Dr Marie-Ève Bédard. Dr Marie-Ève Bédard est pneumologue au CHU de Québec, Hôpital Enfant-Jésus et Hôpital Saint-Sacrement, membre associé Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, chargé d'enseignement clinique à l'Université Laval. Après avoir complété sa résidence en médecine interne puis en pneumologie adulte à l'Université Laval, de même qu'une formation complémentaire en échographie endobronchique à l'Institut universitaire de cardiologie de pneumologie de Québec, Dr Bédard a réalisé une formation complémentaire spécialisée en neurorespiratoire au Centre de réadaptation de l'Hôpital d'Ottawa au sein du programme Canadian Alternative in Non-Invasive Ventilation auprès de Dr Douglas McKim et son équipe, reconnus internationalement pour leur expertise en ce domaine. Elle se spécialise dans la prise en charge respiratoire des patients avec maladies neuromusculaires et lésions médulaires, incluant la prévention et la prise en charge des complications respiratoires, l'assistance à la toux et la ventilation non invasive conventionnelle et par pièce buccale. Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir pour moi de venir vous présenter sur la prise en charge respiratoire des patients avec maladies neuromusculaires. Donc, les objectifs de ma présentation vont être de décrire la physiopathologie qui mène aux complications respiratoires chez cette clientèle-là, que vous puissiez bien connaître les signes et symptômes à rechercher, que vous reconnaissiez l'importance de l'évaluation respiratoire et connaître les bases de la prise en charge, dont le recrutement de volume pulmonaire, la toux assistée manuellement et mécaniquement. Je vais aborder brièvement la ventilation non invasive. Donc, les maladies neuromusculaires, comme vous le savez, c'est différentes maladies qui sont caractérisées par une faiblesse musculaire progressive. L'atteinte des muscles respiratoires va être fréquente dans ces diverses pathologies. Évidemment, il y a des pathologies d'évolution variables. Donc, évidemment, le syndrome de Guillain-Barré ou la crise myasthénique va se présenter de façon très aiguë. Les scléroses latérales amyotrophiques vont avoir une évolution plutôt rapide, tandis que les autres dystrophies musculaires, les autres pathologies vont avoir des évolutions plus variables. Les complications respiratoires, il faut savoir que c'est la principale cause de morbidité et de mortalité chez ces patients-là, qui vont développer souvent des pneumonies, des atelectasies, c'est-à-dire des affaissements de portions de poumons, des insuffisances respiratoires aiguës et chroniques qui vont menacer leur vie. Donc, pour bien comprendre les atteintes respiratoires, il faut revoir la physiologie du système respiratoire, qu'on peut diviser en deux grandes parties. Donc, il y a les voies aériennes conductrices qui vont mener l'air riche en oxygène via les voies aériennes supérieures, la trachée, les bronches et toutes les divisions jusqu'aux millions d'alvéoles qui forment nos poumons. Donc, c'est au niveau des alvéoles que l'oxygène va diffuser dans les capillaires et que le CO2 produit par le métabolisme de nos cellules va être éliminé et expiré via les mêmes voies aériennes conductrices. Donc, ces mouvements d'air-là sont générés par la pompe musculaire ventilatoire. Donc, c'est vraiment les muscles respiratoires à l'inspiration qui, en se contractant, vont augmenter le volume de la cage thoracique, ce qui va créer une pression négative en intrathoracique et va amener l'entrée d'air au niveau des poumons. Dans une respiration normale, l'expiration va être passive, donc les muscles inspiratoires vont se relâcher, la cage thoracique va reprendre sa position et l'air va être expiré tout simplement. Donc, cette entrée et sortie d'air répétée des poumons, c'est ce qu'on appelle la ventilation, qui a comme rôle principal, évidemment, les échanges gazeux, soit l'oxygénation et l'élimination du CO2, qui sont deux processus vitaux, donc sans lesquels on ne peut pas survivre. Donc, la ventilation elle-même va prévenir l'atelectasie, donc on va permettre de gonfler les différentes parties des poumons pour s'assurer qu'ils demeurent bien fonctionnels. Et ça favorise la production du surfactant, qui est un liquide qui tapisse l'intérieur des alvéoles, puis qui prévient que les alvéoles se collabent lors de l'expiration. Donc, bref, pour que la ventilation fonctionne bien, ça prend des muscles respiratoires fonctionnels, ça prend des voies aériennes qui sont libres et perméables, et ça prend une surface d'échange saine. Donc, les muscles respiratoires, à l'inspiration, c'est le diaphragme qui va faire, pas la flèche, qui va faire à peu près 70% du travail. Donc, le diaphragme, c'est le gros muscle entre la cavité thoracique et l'abdomen qui, en se contractant, va s'abaisser, va élever la portion inférieure de la cage thoracique. Et il va être aidé des intercostaux externes.
lorsque la respiration est plus active ou s'il y a une faiblesse de ces principaux muscles respiratoires, à ce moment-là, les muscles respiratoires accessoires vont être sollicités. Donc, les sternocléidomastoïdiens, les trapèzes, les scalènes vont contribuer à l'inspiration. Comme je disais, dans la respiration normale, l'expiration va être passive par le relâchement des muscles inspiratoires, mais quand on a une expiration plus active ou lors de la toux, quand on veut augmenter le débit expiratoire, à ce moment-là, les intercostaux internes vont être sollicités et les muscles abdominaux vont se contracter. Donc, bref, deux principaux muscles respiratoires, les muscles inspiratoires et expiratoires, qui s'occupent de la ventilation. Donc, les patients qui ont une faiblesse de ces muscles-là vont avoir un déficit de la mécanique ventilatoire et vont avoir ce qu'on appelle une insuffisance respiratoire hypercapnique. Donc, c'est surtout l'accumulation du CO2 qui va être problématique. Normalement, les patients ils ont des poumons sains et l'oxygénation va être adéquate, sauf lors de l'insuffisance respiratoire plus tardive. S'il y a une hypoxémie significative, donc un manque d'oxygène, il faut penser qu'il y a de l'encombrement au niveau endobronchique, qu'il peut y avoir de l'atelectasie, pneumonie, embolie pulmonaire ou autres problématiques. Donc, l'hypoventilation, le manque de ventilation va surtout se présenter la nuit, initialement, pour différentes raisons. Donc, quand on est couché, le diaphragme perd l'aide de la gravité pour faire son travail puis pour s'abaisser. En même temps, quand on est couché, le contenu abdominal remonte puis offre une résistance au travail du diaphragme. Donc, ça explique pourquoi les patients vont avoir plus de difficultés couchés puis pourquoi la nuit, la ventilation est moins bonne. Dans les stades de sommeil profond, le REM, où on rêve, pour éviter d'agir comme dans nos rêves puis de se battre ou de courir ou de crier, on est physiologiquement paralysé, sauf pour notre diaphragme. Donc, dans ces phases de sommeil-là, si notre diaphragme est affaibli, puis il a besoin des autres muscles inspiratoires pour faire le travail, bien évidemment, on va se retrouver avec l'hypoventilation. Dans le sommeil, il y a une diminution de la sensibilité des chémorécepteurs. Les patients peuvent faire un syndrome d'apnée du sommeil, entre autres obstructif. Donc, il peut y avoir des affaissements des voies aériennes supérieures et des blocages qui, le patient va essayer de faire rentrer l'air, mais il y a un blocage qui empêche le passage. Donc, c'est d'autres problématiques qui peuvent se surajouter. Au-delà des muscles respiratoires, inspiratoires et expiratoires, il ne faut pas négliger l'importance des muscles d'innervation bulbaire. Donc, les muscles faciaux, oropharyngés, laryngés, qui ont un rôle dans la phonation, le fait de parler, dans la déglutition, le fait de bien avaler et donc de protéger les voies aériennes. Donc, c'est un rôle extrêmement important. Et l'ensemble, on dirait que c'est pas voulu que ça change tout seul, je m'excuse, je vais revenir de temps en temps. Donc, les trois groupes doivent être fonctionnels pour le processus de la toux. Et c'est souvent le nerf de la guerre chez ces patients-là. Si on est capable d'aider leur toux adéquatement, on va être capable de bien gérer leur atteinte respiratoire. Donc, en fait, il y a 4 phases à la toux. Il y a la phase d'irritation où un stimuli va déclencher le réflexe de la toux. Par la suite, il y a la phase inspiratoire, où là, les muscles inspiratoires vont générer un volume pulmonaire qui va se rapprocher de la capacité pulmonaire totale. Après ça, il y a la phase de compression, où les muscles d'innervation bulbaire vont devoir fermer la glotte de façon étanche, alors que les muscles expiratoires commencent à se contracter puis à générer une pression positive intrathoracique. Puis vient la phase d'expulsion, où là, la glotte va s'ouvrir rapidement, en même temps que les muscles expiratoires continuent à se contracter, et c'est ça qui va générer un haut débit expiratoire qui va mobiliser les sécrétions. Donc, peu importe le groupe musculaire atteint, la toux peut être affectée. Donc, qu'est-ce qui arrive si on a une toux inadéquate et ou si on a un problème d'atteinte bulbaire puis qu'on s'aspire, la nourriture prend le mauvais bord, bien là, on a des sécrétions dans les bronches. Ça augmente les résistances des voies aériennes. Ça augmente le travail respiratoire pour des muscles qui sont déjà affaiblis. On se ramasse avec l'atelectasie, pneumonie d'aspiration, altération des échanges gazeux, puis ça précipite une insuffisance respiratoire. Donc, d'où l'importance de documenter puis de caractériser l'atteinte respiratoire. On peut, quand on le documente, introduire des mesures pour préserver la fonction respiratoire, prévenir les complications, identifier et traiter précocement les complications. Moi, mes patients, je ne veux pas qu'ils se ramassent à l'urgence, je ne veux pas qu'ils soient hospitalisés, puis je ne veux pas qu'on recourt à des méthodes invasives de bronchoscopie, intubation, etc. On est capable,
sauf exception, généralement, de prévenir tout ça et de diminuer la morbidité et la mortalité. Donc, au niveau clinique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour identifier les atteintes respiratoires chez vos patients? Donc, au niveau du questionnaire, c'est sûr qu'on va questionner l'essoufflement. Mais la dyspnée, ce n'est pas un symptôme qui est très sensible. Les patients, souvent, il y a une diminution de la mobilité, sont en fauteuil roulant, donc ils ne font pas tellement un niveau d'activité qui va leur permettre de ressentir de l'essoufflement. Un des symptômes très importants, c'est l'orthopnée. Justement, quand ils sont couchés, ils sont essoufflés. Donc, votre patient se met à dormir avec 2 puis 3 oreillers ou même dans son fauteuil. Ce n'est pas rare chez des patients qui ont une maladie avancée. Donc, les troubles respiratoires du sommeil, l'hypoventilation nocturne que je vous ai expliqué, ça va faire en sorte que le cerveau ramène tout le temps la personne en sommeil léger, induit de la fragmentation du sommeil. Donc, le sommeil n'est pas récupérateur. Ils vont se réveiller fréquemment la nuit. Ils vont se lever fatigués. Ils vont avoir des maux de tête le matin parce que le CO2 s'est accumulé en cours de nuit. Ils vont être hyper somnolents le jour. Ils s'endorment partout, sont fatigués, ils ont des troubles de mémoire, des troubles de concentration. Les autres choses à rechercher, évidemment, c'est de questionner sur la difficulté à s'alimenter, évaluer la dysarthrie. Est-ce qu'il y a des épisodes d'aspiration, de fausse route? Est-ce que les gens toussent pendant les repas? La sialorrhée, c'est la difficulté à gérer la salive qui va s'écouler. Donc ça, c'est un signe de dysphagie significative aussi. On peut questionner sur l'efficacité de la toux qu'ils peuvent percevoir moindre. Ils peuvent avoir de la difficulté à se moucher. Puis évidemment, s'ils font des infections respiratoires répétées, il faut que ça mette la puce à l'oreille qu'il y a un problème. Donc, à l'examen physique, les patients vont souvent avoir une fréquence respiratoire rapide puis une faible amplitude respiratoire. Comme je disais, normalement, la saturation va être normale, à moins qu'on ait de l'encombrement endobronchique ou quoi que ce soit d'autre, donc ça met la puce à l'oreille, ça aussi. Vous pouvez voir les patients qui utilisent les muscles respiratoires accessoires. Donc, on voit au niveau du cou les muscles qui sont activés à l'inspiration. La respiration paradoxale, c'est que normalement, en position couchée, quand notre diaphragme fonctionne bien, à l'inspiration, il va s'abaisser, puis le contenu l'abdomen va s'élever en même temps que le thorax. Mais quand il y a une faiblesse diaphragmatique importante, puis que c'est surtout les muscles accessoires puis les intercostaux qui font le travail, lorsque le thorax s'élève, le diaphragme va comme être aspiré en intrathoracique, puis va avoir un mouvement de l'abdomen vers l'intérieur. Donc, quand vous voyez ça chez votre patient en position couchée, c'est un signe de faiblesse diaphragmatique. Si vous l'auscultez, le murmure vésiculaire va généralement être abaissé. Il peut y avoir des ronchis s'il y a de l'encombrement. Vous pouvez demander au patient de tousser, puis vous pouvez le voir subjectivement si la toux est adéquate ou si elle est affectée. Puis quand vous l'écoutez parler, est-ce que la voix est faible? Est-ce qu'il est obligé de prendre une respiration à chaque 2-3 mots? Donc ça, c'est des signes aussi d'atteinte respiratoire. Donc, on peut documenter objectivement. On peut mesurer ce qu'on appelle la pression inspiratoire maximale et la pression expiratoire maximale, qui reflètent l'effet combiné des muscles respiratoires. Donc, sur une pièce fermée, on demande de faire un effort inspiratoire et expiratoire maximal. Il existe des prédits, mais ce qui est important à savoir, c'est des limites inférieures de la normale. Donc, une MIPS chez une femme devrait être au moins moins 50, une MEP de plus 80, et chez les hommes, moins 75, plus 100. Donc, l'autre chose qu'on mesure le plus fréquemment, c'est la capacité vitale via une spirométrie. Donc, c'est d'une inspiration maximale à l'expiration maximale, donc la quantité d'air totale que la personne est capable de générer. Donc, si on a un exemple, donc la capacité vitale forcée, vous allez toujours avoir la prédite, la valeur en litres, 1,71 litres dans ce cas-ci, et le pourcentage de la valeur prédite qui est à 55%. Donc, normalement, on devrait avoir 80% et plus de capacité vitale. Des fois, ça va être normal en position assise, mais on peut le mesurer couché. S'il y a une chute de 10 %, c'est une chute significative qui témoigne d'une faiblesse diaphragmatique. Et si vous aviez un seul test à faire, extrêmement simple, je vous dirais que c'est le débit à la toux, qu'on peut faire via le spiromètre, mais qu'on peut faire avec un débitmètre de pointe qu'on retrouve à n'importe quelle pharmacie et qui est utilisé dans le monitoring des asthmatiques. Donc, extrêmement simple. Okay, take a big breath in, put your mouth tight and cough. Pas plus compliqué que ça, on regarde la valeur. Normalement, 360 à 720 litres par minute, mais le chiffre à retenir, c'est 270. Si votre patient a un débit de toux à 270 litres par minute, il va être capable de sortir d'une infection puis d'éliminer ses sécrétions.
Dans les autres tests objectifs qu'on fait, bien évidemment, on mesure le CO2 via le gaz capillaire ou artériel qui témoigne d'insuffisance respiratoire hypercapnique. Si les bicarbonates sont élevés avec une PCO2 normale, ça peut suggérer de l'hypoventilation nocturne. On va souvent faire l'oxymétrie nocturne, donc la mesure de la saturation en oxygène en cours de nuit, qui peut démontrer des périodes d'hypoventilation et ou des désaturations répétées qui évoquent là, des épisodes d'apnée ou d'hypopnée obstructive. Donc, la base de la prise en charge, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on voit qu'il y a une atteinte? Donc, le recrutement de volume pulmonaire ou breath stacking en anglais, c'est la première chose. Donc, c'est l'utilisation d'un ballon de réanimation avec une valve unidirectionnelle pour augmenter le volume pulmonaire atteint à l'inspiration. Sur tout montage de recrutement de volume pulmonaire, on doit indiquer que ce n'est pas pour une réanimation. Parce que si quelqu'un se met à ventiler un patient avec une valve unidirectionnelle, puis qu'il n'y a pas d'expiration, il va y avoir une surtension, une surpression, puis un risque de pneumothorax. Donc, le principe, c'est extrêmement simple. Admettons que votre patient a une capacité vitale à 50 ou 75 de la valeur prédite. Donc, par lui-même, il ne se rend jamais à 100 de l'inflation qu'il devrait faire. Donc, il y a toujours des zones de poumons qui ne seront pas gonflées de façon adéquate. Puis toutes les articulations costo-sternales, costo-vertébrales vont toujours avoir un mouvement limité, donc il y a de l'ankylose qui peut se développer. Donc le concept, c'est qu'il va prendre sa capacité vitale qu'il est capable de faire, puis par-dessus, on va rajouter des volumes de façon à atteindre ce qu'on appelle la capacité d'insufflation maximale qu'on peut mesurer. Donc vraiment d'aller recruter l'ensemble du poumon. Donc, une image vaut 1000 mots. Donc, regardez l'inflation. Take a big breath in, put the mouthpiece in your mouth, and breathe in, and again, and once more, and let it all out. Donc, on a vu vraiment, là, il atteint une insufflation supérieure à ce qu'il est capable de faire par lui-même. Puis les patients, souvent, ils en ressentent un bénéfice. Enfin, ils sont capables de prendre une grande inspiration, l'équivalent d'un soupir que nous, on fait spontanément. Donc, les objectifs, c'est de maintenir la compliance pulmonaire et de la paroi thoracique, diminuer et prévenir la téléctasie. Ça va augmenter la production de surfactants. On a des études qui démontrent que ça préserve la fonction pulmonaire, puis ça diminue le taux de déclin de la fonction respiratoire en sclérose en plaques puis en dystrophie musculaire de Duchenne. Puis comme on va en reparler, ça a un effet thérapeutique pour améliorer le débit à la toux. Donc, typiquement, on va l'introduire quand la capacité vitale est inférieure à 75 de la valeur prédite. Ça nécessite un patient qui collabore. Ça nécessite un patient qui a un bon contrôle de la glotte. Donc, s'il y a une atteinte bulbaire significative, ça va être plus difficile. Il faut qu'il soit capable de retenir chacun des volumes en fermant les cordes vocales adéquatement. Il faut qu'on soit capable de ne pas avoir de fuite autour de la pièce buccale ou du masque. Les contre-indications, c'est si on a un syndrome obstructif modéré à sévère, des bulles d'emphysème, quelqu'un qui a déjà fait ou qui a un facteur de risque de pneumothorax ou de pneumomédiastin, parce que c'est la principale complication potentielle. Donc, généralement, on leur demande de le faire 4 fois par jour, idéalement, avant les repas et au coucher, puis à chaque fois, ils vont faire 3 à 5 insufflations maximales. Donc, comme je vous disais, il y a un aspect thérapeutique aussi. Donc, pour ce qui est de l'assistance à la toux, c'est extrêmement important dans la prise en charge de ces patients-là. Donc, ça, c'est tiré des recommandations canadiennes de ventilation mécanique à domicile. Donc, si notre patient a un débit à la toux supérieur à 270 litres par minute, on va tout simplement le suivre. Mais dès qu'il va chuter inférieur à 270 litres par minute, on va initier le long volume recruitment, le recrutement de volume pulmonaire, pour l'assistance à la toux. Un exemple encore une fois. And cough. Good. Cough was 140. 140 litres par minute, insuffisant pour mobiliser les sécrétions. Clips. Big breath in, mouthpiece in, and breath in, breath in, breath in, breath in. Hold it, hold it, hold it, mouthpiece in, and cough. Good. 340. Donc, 340 litres par minute, tout à fait adéquat pour mobiliser les sécrétions. Donc, si ça avait été inférieur à 270 litres par minute, au recrutement de volume pulmonaire, on peut ajouter la toux manuelle assistée. Donc, avec le ballon, on va mimer les muscles inspiratoires, et là, avec de l'aide manuelle à la toux, on va mimer les muscles expiratoires. Donc, on peut faire la poussée abdominale.
Take a big breath in, the mouthpiece in, and breathe in, and again, and again, and... Et si on a une contre-indication, par exemple, la patiente vient d'avoir une intervention au niveau de l'abdomen, une gastrostomie, il y a une anévrisme de l'aorte, une patiente enceinte à la limite, on peut faire des poussées costales latérales. Take a big breath in, and again, and again, and one more, and... Et si le patient il a un bon contrôle de son tronc, des bonnes forces au niveau des muscles des bras, mais il peut faire une toux assistée. Big breath in. Good. Excusez, là j'ai vraiment un problème avec le minutage. C'est enregistré puis c'était pas supposé, donc on reprend. Big breath in. Good. And breath in. Breath in. One more. Breath in. And cough. Donc il se projette sur ses avant-bras pour mimer l'effet des muscles abdominaux. Donc, si c'est insuffisant, si le patient n'est pas capable de faire le recrutement de volume pulmonaire, entre autres s'il est vulvaire, la prochaine étape, c'est d'essayer ce qu'on appelle le cough assist. Parce que si on n'est pas capable de cette manière-là, de façon non invasive, d'assister la toux, bien, le patient va être à risque d'avoir une trachéotomie pour avoir un accès direct aux voies aériennes. Donc, le cough assist, c'est ce qu'on appelle un insufflateur-exsufflateur mécanique. En gros, c'est un aspirateur à poumon. Ça génère une pression positive, puis rapidement, il y a un changement en pression négative qui génère un haut débit et qui mime la toux. Donc, tout simplement, ça pousse l'air dans les poumons, puis pression négative pour aspirer l'air et les sécrétions idéalement. Donc, généralement, on l'utilise en mode automatique, mais ça, c'est un vieux modèle en mode manuel où c'est l'inhalothérapeute qui fait les phases positives et négatives. Donc, la phase inspiratoire, phase expiratoire, on recommence. Donc, généralement, on fait 3 à 5 in-out, comme ça, mais souvent, on sent les sécrétions remonter, puis ça peut être suffisant de faire 2 fois comme ça, puis le patient il est capable d'expectorer. Donc, idéalement, encore une fois, 4 séances par jour avant les repas et au coucher pour assurer une bonne hygiène pulmonaire. Chaque séance, ça va être 3 à 5 séries de 3 à 5 in-out. Ça peut être combiné avec l'assistance manuelle à la toux pour augmenter l'efficacité. Et ça, autant que le recrutement de volume pulmonaire, ça va être fait aussi fréquent que nécessaire. Si le patient a une petite sécrétion en plein milieu de journée et qu'il n'est pas capable de la sortir, bien, il sort son ballon, il prend le cough assist, puis il peut éliminer la sécrétion de cette manière-là. Autre chose, c'est que ça s'utilise via une trachéo, ça s'utilise via un tube endotrachéal, donc en phase aiguë aux soins intensifs, ça a sa place et c'est très utile. Rapidement, c'est sûr que la dysphagie, c'est très important, une évaluation multidisciplinaire, orthophonie, ergo, nutrition, qui vont faire des conseils sur comment bien s'alimenter, ajuster les textures, la posture. C'est sûr que les patients, ultimement, peuvent nécessiter une gastrostomie de nutrition. Prise en charge de la sialorée, des fois c'est très incommodant, très gênant pour les patients d'avoir la salive qui s'écoule. Petit truc, la première chose à essayer, de l'atropine ophtalmique, 1%, mais qu'on utilise les gouttes en dessous de la langue, 1 à 4 gouttes jusqu'à 4 fois par jour. Ça a un effet local, peu absorbé, peu d'effet systémique. Donc souvent, ça va être suffisant. Sinon, on rajoute la mitriptyline, le robinul, la scopolamine. Il peut y avoir des injections de botox au niveau des glandes salivaires, la radiothérapie à faible dose au niveau des glandes salivaires qui ont des effets favorables aussi. Évidemment, avoir une machine à succion à domicile va aider le patient à gérer cette problématique-là. Enseigner la manœuvre d'Emnitsch aux proches, c'est de base, mais ça peut sauver une vie s'il y a une obstruction des voies aériennes. Vaccination, influenza, pneumocoque, chez les enfants, d'avoir le carnet de vaccination à jour. On veut prévenir les infections pour éviter les problématiques. Rapidement, je ne veux pas trop empiéter, la ventilation non invasive, donc ça, encore une fois, les recommandations canadiennes. Les indications générales, c'est les troubles respiratoires du sommeil qui sont symptomatiques ou l'hypercapnie diurne, une PCO2 en haut de 45. Chez les SLA, il y a des critères un peu plus larges parce que c'est une maladie qui évolue plus rapidement. Donc, on ne veut pas être en retard, on veut toujours être en avance puis prévenir les problèmes. Donc, dès qu'ils ont de l'orthopnée, dès que la capacité vitale est inférieure à 50%, dès que la MIP est inférieure à moins 40, ou s'ils ont les autres critères là, de troubles respiratoires du sommeil, symptomatiques, l'hypercapnie diurne, à ce moment-là, on commence la ventilation non invasive.
Donc, les effets, bien, ça corrige l'hypoventilation nocturne, donc ça va améliorer tous les symptômes dont je vous ai parlé, ça améliore de beaucoup leur qualité de vie. Ça diminue le travail respiratoire. Moi, mon but, c'est de prendre le contrôle de la respiration de sorte que les muscles se reposent pendant qu'ils sont ventilés, puis sont plus efficaces par la suite. Ça permet un recrutement alvéolaire, ça améliore la compliance pulmonaire thoracique, puis ça améliore la survie dans la majorité des pathologies. Donc, moi, j'introduis avec 2 séances de titration en médecine de jour où le patient essaye le BiPAP, puis voit c'est quoi. Ça permet un peu d'apprivoiser tout ça. C'est important d'avoir un masque adéquat, confortable, qu'on n'a pas trop de fuite. La petite affaire à mentionner, c'est la capacité de retrait. Quand on utilise un masque qui couvre le nez et la bouche, le masque facial, il faut s'assurer que le patient est capable de le retirer parce que sinon, il ne sera pas capable de respirer si jamais il y a une déconnexion ou une panne de courant. Autrement, on s'assure qu'il y a des alarmes qui vont aviser puis qu'il y a toujours quelqu'un qui est présent en cas de besoin. Tout le matériel, quand on a les indications, est fourni par le Programme national d'assistance ventilatoire à domicile, puis c'est installé puis suivi là, par les services régionaux de soins respiratoires spécialisés à domicile, donc des inhalothérapeutes qui vont à la maison. Donc, on introduit la ventilation la nuit, initialement. On ajuste progressivement selon les symptômes, les téléchargements de la machine, la saturation la nuit, la PCO2. Quand c'est optimisé, mais que le patient a de l'insuffisance respiratoire, même le jour, donc ils vont se mettre à utiliser leur BiPAP pendant la journée. Mais quand ils l'utilisent, généralement plus que 12 heures par jour, puis surtout quand la fonction bulbaire est préservée, la ventilation à pièce buccale peut être très efficace puis appréciée des patients. Donc, au lieu d'avoir un masque au niveau du visage, il y a une pièce buccale qui est à proximité de la bouche, puis le patient va déclencher autant de respiration qu'il a besoin pour soulager son essoufflement, parler et autres. Donc, ça permet, par rapport au masque, de parler. Le patient peut se nourrir puis prendre des respirations à travers. Beaucoup plus mobile, tout est installé sur son fauteuil roulant. Il n'y a pas de contact avec la peau, donc évidemment, si on porte un masque 20 heures sur 24, bien, éventuellement, il va y avoir des plaies de pression, donc très désagréable. Puis c'est désagréable aussi pour le patient tout en avoir un masque dans le visage. Ça permet de faire le recrutement de volume pulmonaire de façon autonome. Donc, ils peuvent prendre plusieurs respirations, une par-dessus l'autre, comme ils le feraient avec le ballon. Donc, c'est ça. Ils utilisent ça le jour, puis la ventilation au masque en cours de nuit. Bon, j'avais une petite vidéo, mais je pense que je vais le passer. Donc, ultimement, il y a des patients qu'on n'aura pas le choix d'aller vers la ventilation invasive via une trachéotomie. En principe, c'est surtout les patients qui ont une atteinte bulbaire, puis qu'on a un échec à tout ce que je vous ai présenté, l'assistance à la toux, la ventilation non invasive. Mon message par rapport à ça, c'est que souvent, c'est fait dans un contexte d'insuffisance respiratoire aiguë. Le patient arrive à l'urgence, il y a une pneumonie, il est intubé, il se ramasse aux soins intensifs, pas capable de sevrer le ventilateur. Mais c'est sûr, à quelque part, qu'on va avoir de la misère à sevrer le ventilateur. Ils ont besoin d'un support ventilatoire. Puis souvent, la trachéo est mise en place dans des contextes comme ça. Le but, c'est de prévenir par des protocoles de soins, de savoir qu'il y a le cas fasciste, qu'est-ce qu'on peut faire de façon non invasive. Puis c'est très important de discuter avec le patient qu'est-ce qu'il veut. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On va jusque-où? Est-ce qu'on se rend à la trachéo? Parce que des fois, les décisions sont difficiles à prendre, puis on n'est pas trop sûr, selon la qualité de vie du patient, etc., qu'est-ce qu'il aurait voulu. Donc, c'est toujours plus simple quand on a parlé avant. Puis c'est toujours plus simple d'installer la trachéotomie de façon élective plutôt que de façon urgente. Donc, de le préparer, de dire on est rendu là, puis on procède si c'est ce que le patient souhaite. Donc, en gros, les maladies neuromusculaires sont à risque de complications respiratoires. C'est la principale cause de morbidité et de mortalité. C'est important d'être à l'affût des signes et symptômes, de procéder à une évaluation objective par des tests de fonction respiratoire. Il faut savoir qu'il y a plein de mesures non invasives qui permettent de préserver la fonction respiratoire, de prévenir et de prendre en charge les complications.